Ça- Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des chroniques d'Alira. Aujourd'hui, j'ai réussi à gérer le chrono. Je suis trop fort, je m'améliore de session en session, c'est parfait. On a le plaisir de retrouver nos trois invités réguliers. Donc, on a Michael, je pense qu'il est à ma droite ici, qui est formateur référent sur nos formations IA chez Alira. Cyril, en bas à droite, qui va vous faire coucou, qui est formateur référent de notre formation développement blockchain et aussi auteur sur la formation consulting blockchain. Et puis, on a Virgile, qui doit être juste en dessous de moi normalement, qui est notre rédacteur favori chez Alira, qui rédige notamment la newsletter d'Alira avec nos 8000 abonnés. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez sur notre newsletter. Inscription en bas de la page de notre site internet. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode des chroniques. Comme d'habitude, 4 grands sujets. On va d'abord vous parler des actus blockchain de la semaine. On fera ensuite un petit point avec Pascal qui nous rejoindra en cours de route sur les stratégies DeFi du moment. La semaine dernière, il vous a présenté une superbe stratégie qui marche en bull market. Je pense qu'on va continuer sur ce thème cette semaine. Ensuite, on parlera avec Michael des actus IA. Et enfin, on terminera avec un sujet de fond. Aujourd'hui, sujet un peu tech. On parlera des pré-confs, des pré-confirmations sur Ethereum et des intents, vraiment à la mode technologique du moment sur Ethereum. Donc, on fera un sujet d'un petit quart d'heure sur ces deux sujets techniques. On démarre de suite du coup avec notre première chronique, les actus blockchain, et je vais laisser la parole à Virgile. Et Virgile, je vais te mettre ton écran pour que tu puisses me partager tes petites news de la semaine. Et salut tout le monde. Alors, la première news que je voulais partager cette semaine, c'était le fait qu'on ait un nouveau plus haut historique sur la masse monétaire de stablecoin en circulation. Alors là, pour ceux qui voient l'écran, en gros, on est sur StablePulse et StablePulse, c'est une sorte de tableau de bord pour suivre un peu l'évolution des stablecoins. Et là, comme on peut le constater ici, là, la masse monétaire, elle est à 185 milliards. Et c'est un montant qui est tout simplement jamais vu dans l'industrie de la blockchain. Après, il faut savoir quand même qu'on peut avoir des catégories et pour l'instant, l'immense majorité des volumes sont opérés essentiellement en USDT et en USDC. Et du côté des stablecoins décentralisés, il n'y a pas tant de volume que ça. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de vous présenter StablePulse, qui est un tableau de bord qui est, ma foi, très intéressant. Alors, la deuxième actu à partager, c'est qu'il y a 10 milliards de dollars d'actifs qui sont actuellement empruntés sur Aave. Alors, Aave, on ne le présente plus, c'est un protocole qui permet de déposer et d'emprunter des cryptoactifs. Mais le fait particulier avec Aave, c'est que là également, on a un sommet d'activité puisqu'on a plus de 25 milliards de dollars qui ont été déposés au total dans le protocole.
Et là, on a plus de 10 milliards qui sont actuellement empruntés. Donc là, ça fait. Éventuellement, après, le ratio est relativement sécurisé. Hein. Pour 2,5 $ d'actifs qui sont déposés, on n'en a qu'un seul qui est emprunté. Donc ouais, l'ensemble des utilisateurs est plutôt conservateur. Mais il n'empêche que c'est un record d'activité pour le protocole et ça apporte pas mal de revenus aussi, puisque une partie des frais dépensés par les utilisateurs pour emprunter sont redirigés directement vers le protocole. Et enfin, troisième actu de cette semaine, eh bien, c'est le lancement de DYDX Unlimited. Alors, DYDX, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'échange à levier, où en gros, on peut le voir ici. Alors, je sais pas si on peut le voir avec l'écran, mais voilà, c'est une plateforme d'échange où on peut faire des achats et des ventes avec levier. Donc là, par exemple, sur WBTC, on peut emprunter jusqu'à 20 fois sa mise. Évidemment, c'est extrêmement risqué de faire ça. Mais voilà, DYDX permet de faire ça directement via un protocole d'échange décentralisé. Et la particularité d'Unlimited, c'est que absolument n'importe qui peut lancer son propre marché. Et absolument n'importe qui peut lancer absolument n'importe quelle paire d'échanges. Et là, quelques jours après le lancement, pour assurer la liquidité de ces nouvelles paires d'échanges qui ont été nouvellement créées, eh bien, DYDX a lancé un Megavolt où en gros n'importe quel utilisateur peut déposer des liquidités et ensuite espérer tirer des revenus en fonction des activités économiques sur le protocole. Alors après, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau et c'est une fonctionnalité qui permet d'étendre un peu les capacités de DYDX. Mais la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que la concurrence vis-à-vis des plateformes d'échange à levier, elle s'est grandement intensifiée ces dernières années. En gros, au cours des dernières années, c'était surtout DYDX qui était en train de mener la danse. Mais là, comme on peut le voir, eh bien, DYDX n'est plus que quatrième ces temps-ci, parce qu'en ce moment, c'est surtout Hyperliquid, Jupiter et Synfutures qui sont en train de traiter la majorité des volumes. Donc voilà, c'était également dans l'intérêt de DYDX de lancer des nouveaux produits pour rattraper des parts de marché, tout simplement. Et c'est tout pour les 3 actus que je voulais partager cette semaine. Allez, parfait. Je vais donner la parole à Cyril maintenant qui a lu aussi ces 3 petites actus de la semaine qui lui ont fait plaisir. Vas-y, Cyril. Et déjà, on commence avec le petit cours du Bitcoin. Je voulais juste l'évoquer. Peut-être que pendant cette chronique, on verra les 100K. Ce serait incroyable. Mais vas-y, allez, mes 3 petites actus. La première, du coup, c'est l'actualité qui nous vient de Corée du Sud, dans lequel ils ont arrêté 215 personnes qui auraient monté un schéma d'arnaque de 232 millions. Et en fait, si j'en parle, c'est en priorité parce que j'aime bien qu'on puisse voir un petit peu en quoi finalement les États aujourd'hui s'investissent dans le travail autour de la cybercriminalité, notamment autour des cryptos. Je pense notamment ici à Acli, côté français, Acli Lecoq, qui travaille sur ce sujet-là. Et donc, en Corée du Sud, on a eu donc une attaque qui a été faite. En réalité, c'est une attaque d'influence. C'est-à-dire qu'il y a eu donc 215 personnes qui ont utilisé de leur influence pour vendre tout simplement des jetons qui n'avaient aucune valeur et mettre en avant du coup ces jetons pour faire de l'argent sur le dos d'honnêtes citoyens qui étaient notamment incités à vendre leurs appartements. Donc voilà, c'était une bonne incitation frauduleuse et criminelle. L'objectif était évidemment de changer le destin des personnes qui normalement devaient faire un x10 sur les cryptos, avec des influenceurs qui avaient des informations avancées, et notamment un influenceur qui était un YouTuber qui avait donc, comme l'indique ici, 620 000 subs, donc abonnés, et qui a fait pas mal de victimes et chez qui ils ont récupéré pas mal de sous-sous, notamment plus d'une vingtaine de bitcoins. Donc voilà, je voulais un tout petit peu en parler. La fraude, notamment dans l'influence, c'est quelque chose qui, notamment en France, est régulé. Mais on se retrouve évidemment avec quand même des personnes qui sont nommées d'influx voleurs, donc c'est un sujet international en France, en Corée du Sud, évidemment. Je voulais un petit peu revenir aussi sur la deuxième actu qui est l'arrivée de Pump.Science. Alors Pump.Science, c'est un protocole sur Solana
qui est basé sur Pump.fun et dont l'intérêt ici est de créer du meme coin, mais non pas sur des mèmes un petit peu débiles, mais sur cette fois-ci la science. Alors, le fonctionnement de Pump.fun, on l'a déjà expliqué. L'idée était de créer un token s'il y a assez de monde qui veut acheter ce token. On crée réellement ce token pour pouvoir faire en sorte de pouvoir l'utiliser et d'essayer de le faire monter. Un petit peu comme un casino, en fait, on tente des choses, on achète des choses et on espère que ça marche. Et quand ça marche très bien. Quand ça marche pas, ça ne marche pas du tout. Mais voilà, donc du coup, c'est une petite loterie, une petite loterie. Et là, ici, Pump.science, c'est l'objectif de Pump.science, c'est une plateforme qui permet de financement et de financer, pardon, et de participer à des expériences visant à prolonger la durée de vie d'organismes. Alors du coup, on peut aller sur le site rapidement. Ce site ressemble à ça. Je trouve ça assez fun comme design. Donc on est dans un laboratoire et on a ici deux tokens. Deux tokens qui nous présentent trois états d'avancement. L'état vert, l'état mouche et l'état souris. Alors ces états, ce sont tout simplement des états d'expérience. On les commence sur des vers, puis ensuite on les enchaîne sur des mouches, puis ensuite sur des souris. Et à chacune de ces étapes, si on voit en fait la résilience de ce qui a été utilisé, en l'occurrence ici de la rifampicine et de l'urolitine A. Et l'objectif, c'est de voir si ces outils-là, si ces molécules-là permettent l'allongement de la durée de vie. Et donc quand on clique dessus, ils se sont amusés à nous faire des vidéos. Il y en a 199 sur les 199 x 7 dernières périodes. Et on voit du coup ces mouches-là qui sont en train de vivre, et au bout d'un moment, il y en a certaines qui meurent, il y en a certaines qui ne meurent pas. On se rend compte qu'avec l'urolitine, il y en a 93% qui sont encore en vie, alors que en version contrôle, il y en a 100%. Donc visiblement, peut-être que ça ne marche pas sur les mouches, cette molécule. Il y a des indications qui sont données sur l'usage about, donc on peut lire un petit peu ce que c'est que l'urolitine. Bref, c'est un nouveau type de casino qui sert à financer de la recherche. Pourquoi pas, après tout? Est-ce que c'est par là qu'on va arriver à des financements intéressants? C'est par notamment l'amusement qu'on va arriver à des financements intéressants? Pourquoi pas? Je pense notamment au fait que lundi prochain, nous avons en talk à l'IRA Louise qui notamment travaille sur les green coins et qui avait donné un speech à l'ETHCC où elle avait rétamé la concurrence, où elle avait expliqué que les mêmes coins pouvaient permettre d'arriver à une société plus verte. Voilà, Louise Boraldi, je ne me rappelle plus exactement son nom, mais voilà. Très intéressant. Enfin, dernière petite news, ce qui est sur Fnac et Darty, le groupe Fnac Darty, qui lance un passeport numérique pour mettre l'électroménager sur la blockchain, comme indiqué ici. Alors, l'objectif de ça, comme l'indique Ariani, qui est le fournisseur de services auprès de Fnac et Darty, c'est de pouvoir mettre notamment donc tout l'électroménager à l'intérieur de la blockchain pour pouvoir suivre la durée de vie de l'objet, suivre aussi par exemple à chaque fois qu'il a été reconditionné, à chaque fois qu'il a été retravaillé. Et donc en premier lieu, ça va avoir lieu sur notamment 4000 objets qui ont été utilisés lors des Jeux Olympiques de Paris et qui ont été du coup reconditionnés, refurbished, tested and ready for resale. Donc ils ont été reconditionnés pour pouvoir être revendus et donc on va suivre la durée de vie et tous les travaux qui ont été faits sur l'électroménager, à qui ils ont été vendus et ainsi de suite. Je trouve ça assez intéressant, notamment pour montrer quelque chose, c'est que des gros groupes industriels français aujourd'hui s'intéressent aussi à la blockchain. Fnac Darty, en termes de distribution, c'est assez colossal. Ils ont une implantation locale notamment, et de fait, c'est intéressant de voir des grands groupes comme ça aujourd'hui travailler sur ces sujets-là, avec notamment Ariani. Bravo à eux. Et voilà, je te laisse la main, Gaëtan. Yes, parfait. Super intéressant, effectivement, la news sur Fnac Darty. C'est toujours intéressant de voir des grands groupes comme ça s'intéresser à la supply chain et à la traçabilité via les blockchains. Ça fait longtemps qu'on le vend, mais ça y est, ça commence à se voir de plus en plus. En ce qui concerne mes news, et news qu'on a effectivement oublié, qui a été très bien mentionné par Frédéric, il y a le Morpho token qui est transférable depuis ce matin. Donc Morpho, c'est un gros protocole de lending, hein, c'est dans le top 3 des protocoles de lending aujourd'hui sur la blockchain. Donc je ne l'avais pas mis dans mes news, mais effectivement leur token de gouvernance qui s'appelle le Morpho est désormais échangeable. Avant, il était lié à votre compte, vous ne pouvez pas le transférer, donc par défaut, il n'avait pas de valeur sur le marché. Aujourd'hui, il peut se transférer. J'ai même pas encore eu le temps d'aller voir son cours, etc., etc. Mais bref, petite news importante. Merci Frédéric pour le partage d'infos. En ce qui concerne mes news à moi, on démarre par l'achat gigantesque de MicroStrategy, une nouvelle fois, de BTC. Donc, ils ont acheté cette semaine 51 780 BTC. C'est colossal. Ça représente 4,6 milliards de dollars de Bitcoin au moment de leur achat.
c'est quand même, faut prendre 2 minutes de recul pour prendre en considération la valeur et la force de cet achat. 4,6 milliards de dollars d'achat sur du Bitcoin, c'est considérable. Ça explique peut-être en partie aussi la surperformance de Bitcoin ces derniers temps. Là, vous avez ici un petit graphique qui montre la DCA en fait, de MicroStrategy. Donc en point vert, c'est tous les moments où MicroStrategy a réalisé un achat. En bleu, vous avez le cours du Bitcoin à cet instant donné. Donc c'est vraiment très très régulier. Et même quand le Bitcoin est au plus haut, ils continuent à réaliser leurs achats. Ce qui était intéressant de vous montrer, je trouve, en parallèle de cette nouvelle, qui est un peu une petite news marrante, c'est le nombre de Bitcoin possédés par MicroStrategy et le pourcentage que ça représente. Et pour ça, on a un site qui est très bien fait, qui s'appelle Bitcoin Treasuries ici, et qui vous montre la détention du Bitcoin par les institutionnels. Donc, c'est un site qu'on montre notamment dans la formation Consulting Blockchain quand on fait le cours sur Bitcoin. Mais vous avez un lien ici sur les public companies pour voir les entreprises publiques qui possèdent du Bitcoin. On voit qu'elles possèdent 2% de la supply du Bitcoin aujourd'hui. C'est pas rien. Les ETF sont à 5,8% en contrepartie. Et si vous cliquez sur public companies, vous avez la répartition ici des possessions de Bitcoin au travers de ces entreprises. Et en première position, MicroStrategy, avec donc au total 331 000 Bitcoins possédés, soit 1,5% de la supply de Bitcoin. C'est vraiment considérable, c'est colossal. D'ailleurs, on a Marathon et Riot, qui sont deux mineurs, les deux des plus gros mineurs aux États-Unis, donc des mineurs de Bitcoin justement, pas des mineurs d'or, à 0,12 et à 0,048. On voit vraiment la dominance de MicroStrategy sur le marché des entreprises qui possèdent du Bitcoin en trésorerie. Bon, c'est devenu leur fer de lance maintenant, ils font des levées de fonds spécifiquement pour ça. Mais voilà, c'était juste pour mettre en perspective cet achat considérable de la semaine de MicroStrategy. Et ce site vraiment top que je vous incite à aller consulter si vous le souhaitez. Deuxième news de la semaine en ce qui me concerne, ce sont les États américains, 18 États américains en l'occurrence, qui ont porté plainte contre la SEC et contre Gary Gensler. Globalement, la plainte est assez simple. Ils se plaignent d'un overreach, donc ça veut dire de la SEC qui a dépassé ses limites en termes légaux, qui a notamment empiété sur la législation qui est normalement réservée aux États et non pas à la SEC ou à une institution fédérale, gouvernementale. Donc, c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez lire un peu plus, vous avez le lien ici vers la plainte de ces États-là. C'est principalement des États, évidemment, républicains, on peut s'en douter. Vous avez une liste de ces États ici, le Nebraska, le Tennessee, le Kentucky, le Wyoming. Bref, on reconnaît un petit peu les États républicains actuels. Dans tous les cas, la plainte a lieu contre la SEC et surtout contre Gary Gensler, qui est leur leader aujourd'hui, le chef de la SEC. Je ne trouve pas de terme plus propre pour le définir. Ça va changer évidemment, puisqu'avec l'administration Trump en janvier, on a beaucoup de noms qui sont en train de circuler pour un nouveau Head of SEC. Donc on n'a pas encore de nom définitif, mais il est possible que cette plainte soit plus marketing qu'autre chose et qu'au final, quand on aura un changement à la tête de la SEC, cette plainte sera peut-être abandonnée, à voir. En tout cas, c'était intéressant et important de voir que les États américains en tant que tels se rebellent contre l'overreach qu'a réalisé la SEC ces dernières années. Troisième nouvelle, un peu plus tech, mais intéressante tout de même, c'est la décentralisation des RPC providers qui est Infura. Alors, pour l'expliquer brièvement, quand vous utilisez la blockchain, vous devez utiliser des nœuds. Vous interagissez avec un nœud à la fois pour envoyer une transaction, mais aussi simplement pour visualiser l'état de la blockchain. Eh bien, sachez que la plupart du temps, si vous êtes avec le bon vieux MetaMask, vous utilisez l'entreprise Infura, qui est une sous-entreprise de Consensus très connue, qui possède ses propres nœuds, et donc vous dépendez des nœuds d'Infura, des nœuds d'une entreprise assez centralisée, pour accéder à la blockchain. Eh bien, Infura avait cette volonté de vouloir se décentraliser, de ne plus de ne plus posséder des nœuds uniquement elle-même par l'entreprise Consensus, mais de permettre à n'importe qui sur Terre de rejoindre Infura, donc d'avec son propre nœud, participer au réseau Infura, si vous voulez. Donc n'importe quel particulier sur Terre pourra avoir son nœud Ethereum et participer au réseau Infura pour décentraliser les nœuds RPC, donc la manière avec laquelle tout le monde se connecte à Ethereum globalement pour simplifier. Eh bien, ils ont dévoilé la semaine dernière lancer cette décentralisation au travers de Eigenlayer, donc avec ce qu'on appelle un AVS. Globalement, ça permettra aux personnes qui voudront rejoindre le réseau de se staker, donc de déposer de l'Ether en staking pour dire je participe en tant que nœud RPC, il faut que mon nœud soit effectivement connecté, qu'il soit en ligne, qu'il réponde aux requêtes. Et si jamais ce n'est pas le cas, je serai sanctionné. Je serai slashé. C'est le principe d'Eigenlayer. Vous avez des récompenses du slashing. Donc vous serez slashé, vous perdrez de l'Ether que vous avez restaké. Mais par contre, vous serez rémunéré si vous jouez votre rôle et que votre nœud sert au réseau. Donc c'est un avantage parce que tout le monde nous dit souvent ça sert à quoi d'être un nœud, parce qu'au final on n'est pas rémunéré quand on est un nœud si on n'est pas mineur ou pas validateur. Et bien désormais vous pourrez être un simple nœud pour des raisons éthiques, philosophiques, participer à la blockchain, participer à sa sécurité, mais vous pourrez en plus être rémunéré si par exemple vous participez au réseau décentralisé qui est Infura, au réseau décentralisé de nœuds que propose Infura. Voilà, donc petite news sympa. Si vous voulez avoir le détail technique, vous pouvez lire l'article, c'est un peu plus complexe, donc je ne vais pas
rentrer dans la complexité dans ces 2 petites minutes de news. Mais ça me plaisait beaucoup de voir cette décentralisation des nœuds arriver, puisque c'est une forte plainte de la part notamment des bitcoiners à l'époque, c'est que Ethereum était très centralisé de par les nœuds d'Infura. Et donc, ça y est, c'est en train de se décentraliser. Donc, c'est intéressant. Petite news sympa. Voilà, c'est tout, je pense, pour l'aspect news de la semaine. Tu voulais réagir, Cyril, sur le sujet? Vas-y. Ouais, est-ce que tu peux partager mon écran? Yes. Parce que en parlant de décentralisation, on fait les meet-up décentralisés. Ça arrive la semaine prochaine. Ce sera le 28, si je dis pas de bêtises. Ce sera vendredi. Les personnes qui sont chez Alira ont accès à l'information. Voilà. Donc du coup, vous pouvez venir à ces meet-up. C'est tout. Nickel. Parfait. Merci à toi, Cyril. On enchaîne sur la deuxième chronique. Alors, normalement, Pascal nous a rejoint. Je vais ajouter Pascal à notre petit groupe. Hop. Pascal, est-ce que tu nous entends? Bonjour tout le monde. Salut, Pascal. Est-ce que tu as une meilleure connexion cette semaine? Ah oui, je suis rentré chez moi. Ah, impeccable, impeccable. Alors, je vais juste préparer la scène pour que tu puisses partager ton écran. Un peu. Alors, je vois pas encore ton partage d'écran. Je pense que ça va arriver. Attends, je vais le faire. Je fais un screen. Voilà, ça devrait être bon. C'est bon, impeccable. Je te rajoute tout ça de suite. Partage propre. Allez. Et du coup, on part pour cette deuxième chronique. Donc, comme d'habitude, Pascal vient nous présenter les stratégies DeFi de la semaine. Alors, des fois, il continue la présentation de la semaine dernière. Je ne sais pas celle que tu vas réaliser aujourd'hui. Ça va être la surprise, le suspense. Petit disclaimer avant, comme d'habitude, en aucun cas ceci n'est un conseil en investissement. Pascal, il est là pour présenter les stratégies qu'il connaît, hein, donc ce qu'on peut réaliser avec les protocoles de finance décentralisés en termes de stratégie aujourd'hui, mais ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ses stratégies à lui. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez ensuite. À toi, Pascal. Exactement. Alors, ça ne sera pas la suite de la semaine dernière. La stratégie de la semaine dernière, elle continue de faire son chemin et elle continue de toujours payer autant. Donc, moi, personnellement, je suis content. Dans cette semaine, je vais parler d'une stratégie beaucoup plus simple, beaucoup moins risquée. Et paradoxalement, on dit tout le temps que le rendement est toujours corrélé au risque. Et bien, pas tout le temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie qui est très, 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 très peu risquée, de par le fait qu'elle utilise des tokens très peu risqués et du fait qu'elle utilise aussi un protocole ou des protocoles, en tout cas des DEX, aussi très, très peu risqués. Alors, pour ça, je vais d'abord vous réexpliquer très rapidement et très brièvement comment fonctionne une pool à liquidité concentrée. Lorsque vous êtes fournisseur de liquidité sur une pool classique, donc dans un IMM, la liquidité est répartie sur l'ensemble des prix. C'est le petit diagramme que j'ai ici avec les petits carrés roses. Quand vous déposez 1000 $, vos 1000 $ de liquidité sont séparés en tout petits bouts sur tous les prix possibles et inimaginables. L'idée de la liquidité concentrée, c'est de borner les prix, donc de créer un range dans lequel vous allez fournir de la liquidité. Donc, ces mêmes 1000 $ que j'ai préalablement déposés dans un IMM classique, si je les dépose dans une pool à liquidité concentrée et que je choisis du coup un range de prix, je peux concentrer ces 1000 $. Et donc, qui dit concentration dit bien sûr une liquidité qui est accrue. Au lieu d'avoir 1000 $ sur tous les prix, divisé sur tous les prix possibles et inimaginables, j'ai juste 1000 $ sur une bande de prix. Le problème des poules à liquidité, l'avantage des poules à liquidité concentrées, c'est donc l'efficience de la liquidité et surtout le rendement. En fait, lorsque l'on met un fournisseur de liquidité sur ce type de pool, les rendements sont très souvent affolants. Alors, il suffit pour s'en rendre compte d'aller voir Aérodrome, hein, comme d'habitude, mais on peut voir bien sûr d'autres DEX. Et moi, je suis plutôt très souvent sur Base en ce moment. Et quand on regarde les rendements des poules à liquidité concentrée, par exemple sur cette pool-là, la pool Ether USDC, qui paye 826%. Celle-ci qui a 1783%. En fait, c'est un peu le miroir aux alouettes, hein. Pareil, celle-ci 34%, parce que vous ne gagnerez jamais ces 1300%. Je ne vais pas ici vous expliquer pourquoi est-ce que vous ne les gagnerez pas, ça prendrait un peu plus de temps. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on fournit donc de la liquidité dans les pools à liquidité concentrée, les rendements qui est affiché, c'est pas le rendement de la pool, c'est le rendement du range de prix qui paye le plus en ce moment. Et le problème de la liquidité concentrée, je vais vous faire un petit schéma, c'est que lorsque le prix dépasse des bornes, en fait, vous ne gagnez plus d'argent. Donc, imaginons un prix qui est cette allure-là, donc qui descend, qui remonte, qui stagne un tout petit peu, puis ensuite qui repart à la baisse. Si vous fournissez de la liquidité avec un AMM classique,
entre le début du prix et la fin du prix, vous fournirez de la liquidité sur tout ce range de prix et donc vous gagnerez tout le temps ce rendement. Par contre, si vous fournissez de la liquidité uniquement dans les deux bornes, enfin dans mon range bleu, donc entre cette borne supérieure et cette borne inférieure, vous gagnerez par exemple 50% de rendement. Si par contre vous décidez de donner votre, de provider, de fournir votre liquidité sur une plus petite zone de prix, par exemple la zone orange, vous gagnerez beaucoup plus, vous gagnerez 100%. Mais attention, vous gagnerez 100% de rendement uniquement lorsque le prix est entre vos bornes, c'est-à-dire peut-être que sur quelques minutes ou quelques heures. Donc au final, non seulement vous ne gagnerez pas 100% par an, puisque ce sera que pendant quelques heures, mais pire que ça, vous avez une perte impermanente qui est beaucoup plus grande, puisque lorsque le prix sort du range, vous avez soit 100% d'un des tokens, enfin soit vous avez 100% d'un des tokens, et en plus le token qui est le plus faible. C'est pour ça que ceux qui fournissent de la liquidité concentrée ne gagneront pas les 826% et la plupart du temps, en fait, on perd de l'argent. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie qui utilise le principe de la liquidité concentrée. Donc pour ça, on va utiliser quelque chose qui est pas si vieux que ça, le Forex. Alors le Forex, c'est l'un des plus grands, c'est le deuxième plus grand marché au monde. Et donc, c'est l'endroit où on peut échanger des devises. Alors, pour la petite anecdote, le Forex, c'est le plus grand marché décentralisé au monde. C'est un peu comme dans la crypto, il n'y a pas d'unité centrale sur le Forex. C'est un marché strictement interbancaire, donc il n'y a que les banques et les institutions autorisées qui peuvent interagir dessus. Et il n'y a pas d'organe central, donc c'est vraiment décentralisé. Le problème du Forex, comme tous les autres marchés, c'est que ça bouge. Et donc, fournir de la liquidité sur des paires Forex, c'est-à-dire des paires euro-dollar, c'est prendre le risque de se faire sortir, de prendre un range qui est trop petit. C'est le cas, par exemple, en ce moment sur la pool EURC USDC. Donc, l'EURC, c'est l'euro de Coinbase, enfin, de Circle. USDC, c'est l'USD de Circle. Si je décide de fournir de la liquidité, par exemple, sur un range de prix relativement petit, celui-ci, là, je pourrais toucher 54% de rendement. Le problème, c'est que dès que le prix de l'euro-dollar va bouger un tout petit peu, je me ferai sortir de ma pool et du coup, je ne gagnerai plus ce rendement, voire j'aurais perdu de l'argent à cause des pertes impermanentes. Et il y a un truc très sympa qui se passe sur le Forex, c'est que c'est un marché, comme les marchés actions, qui est fermé du vendredi soir au dimanche soir. Donc en gros, de vendredi à 22-23 heures, ça dépend le fuseau horaire, jusqu'à dimanche à peu près 23 heures. Et pendant le week-end, les cotations ne bougent pas. Donc, une stratégie que moi je fais tous les week-ends, c'est que alors ça demande du coup d'être présent le vendredi soir et le dimanche soir. Mais le vendredi soir, du coup, ce que je fais, c'est que je vais acheter des euros, ou si j'ai que des dollars, donc j'achète des euros au prix de la clôture du marché. Comme le marché est fermé, il y a quasiment plus de mouvements qui se passent sur Aerodrome, sur les poules à liquidité concentrée. Et donc, je vais acheter des euros C. Je vais ensuite déposer mes euros C et mes USDC dans la pool. Alors, en général, je vais sur Aerodrome et je choisis le Naro. Donc, c'est entre plus 0,5 et moins 0,5. C'est suffisant parce que très rarement, pendant le week-end, ceux qui vont acheter ou vendre de l'euro C vont le faire bouger de plus de 0,5%. Pourquoi? Parce que si vous achetez, si le prix de l'euro C bouge de trop pendant le week-end, il va y avoir des opportunités d'arbitrage le dimanche et du coup, ceux qui font ça peuvent perdre de l'argent. Et donc, le week-end, la volatilité on-chain est très, très faible. Donc, fournir de la liquidité à 0,5%, ça suffit largement. Moi, pardon, c'est ce que je fais. En général, je fais le gros de ma liquidité, je le mets à plus, moins 0,5. Et je fais toujours un petit truc un peu plus risqué. Je vais dans Custom et je choisis un range encore plus petit dans lequel, du coup, je vais fournir de la liquidité. Alors, j'ai appuyé sur les mauvais boutons. Voilà, donc en faisant ça, la rentabilité évolue entre 30 et 70%. La semaine dernière, donc le week-end dernier, ça a commencé à 70%, puis ça a rechuté à 30, puis c'est remonté à 50, puis à 70. Donc l'un dans l'autre, en moyenne, ça permet de générer du 40-50%. Ce qui est bien, c'est que comme il n'y a pas de mouvement FX, les tokens ne varient pas vraiment. Et du coup, le dimanche, ce que je fais, je retire ma liquidité, je revends mes euros C pour des USDC, et puis je garde les aéros que j'ai récupérés. Donc c'est une stratégie qui est intéressante parce que le risque, c'est EURC et USDC. Rappelez-vous, j'avais montré ma matrice de risque. C'est des risques qui sont très faibles. Il y a le risque de centralisation, mais il n'y a pas de risque de smart contract. À partir du moment où on fait confiance à Circle, du coup, il n'y a pas de souci. Et Aerodrome, c'est juste un DEX de liquidité concentrée et il n'y a pas de hack, il n'y a pas de surface d'attaque connue sur ce genre de protocole. Il n'y a pas de rack, il n'y a pas de dépendance à d'autres codes, etc. Donc, c'est très peu risqué en termes d'actifs, très peu risqué en termes de protocole de DEX. Et puis, c'est sur la blockchain, le layer de Base.
qui lui aussi est assez peu risqué. Donc on a une stratégie qui est pas trop risquée, qui permet de générer entre 30 et 70% par an, mais que 2 jours par semaine. Donc rapporter donc à peu près entre 30 et 60% 2 jours par semaine, ça correspond à gagner entre 8 et 16% par an. Donc 8 et 16% par an pour quelques minutes de travail, le vendredi soir et le dimanche soir, et plus le temps pour récupérer sa aéro, bah, moi c'est une stratégie que j'aime particulièrement et qui n'est possible que depuis quelques mois. En fait, depuis qu'il y a assez de liquidité, même peut-être, un peu moins que quelques mois, peut-être, 2-3 mois, pas plus, depuis qu'il y a de la liquidité sur Orosei et USDC. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plein de tentatives d'avoir des pools FX, mais ça avait jamais vraiment pris. Et là, avec, l'avènement des pools à liquidité concentrée et de l'Euro-C sur Base, bah, du coup, ce genre de stratégie est tout à fait possible. C'est pas mal, c'est un petit hack effectivement que je ne connaissais pas non plus de mon côté, vraiment intéressant. Et tu as tout à fait raison de le dire. On avait un vrai problème de liquidité sur les stablecoins euros ces 3-4 dernières années. Et on a enfin Circle qui s'est attelé à la tâche, a tenté de le résoudre avec l'euro C. Et on a une liquidité qui commence à être vraiment descente sur l'euro, particulièrement sur Base, hein. Tu me dis si je me trompe, mais normalement, c'est surtout Ouais. sur Base qu'on a beaucoup de liquidité avec l'euro C. C'est encore un peu plus compliqué sur d'autres blockchains, d'autres layer 2. Tu confirmes, hein? C'est ça. Et alors, je précise un truc aussi que j'ai pas précisé, mais je crois que j'ai encore un peu de temps, c'est ça? J'ai pas regardé Ouais, t'as mon encore un peu de chrono. temps. OK. Comme ça, je peux regarder les questions. Alors pourquoi Aerodrome est plus intéressant que d'autres DEX? En fait, c'est les VE3-3 qui sont plus intéressants que les DEX à liquidité concentrée classique. Parce que dans les DEX à liquidité concentrée classique, on touche des fees quand il y a des transactions, parce qu'on va toucher les frais de transaction. Or, comme je viens de le dire, le week-end, il n'y a pas vraiment beaucoup de frais de transaction. Alors que sur Aerodrome, bah, même quand il n'y a pas de trade, on touche quand même du aéro. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il vaut mieux le faire sur des VE3-3. Il y a d'autres decks sur Base avec des politiques concentrées avec l'euro C. Il y a Base Swap, mais Base Swap, la moitié du rendement vient des trading fees et du coup, c'est pas intéressant de faire sur ce type de pool. Et puis en plus, la liquidité sur Aerodrome est juste gigantesque, hein. Je crois qu'il y a 8 millions, voire plus de liquidité. Et très important, prenez des notes, puisque bah, vous aurez pas exactement, il y aura toujours des pertes, hein. Vous allez acheter un certain nombre d'euros C, puis ensuite, quand vous allez les revendre pour de l'USDC, bah, même si le prix n'a pas vraiment beaucoup bougé pendant le week-end, il y a toujours des petites variations. Donc il faut noter, parce que ces variations, ça peut impacter soit positivement, soit négativement. Et puis pour ceux qui veulent pas s'exposer pendant le week-end à acheter donc acheter de l'euro sur le USDC, il suffit de l'emprunter. Donc sur Morpho, tu n'as pas peur du token Morpho. Alors il est sorti à 2, puis là maintenant il est à 1,50. Voilà, c'était pour répondre à ta question. Ah, parfait. Mais sur Morpho, sur Base, on peut emprunter de l'euro C, on peut emprunter de l'USDC. Et donc, bah, on peut aussi faire ça, déposer des Ethers ou du Bitcoin, ou peu importe en collatéral, emprunter de l'euro C et de l'USDC, les déposer dans la pool, rembourser sa dette, et puis voilà. Allez, parfait. Deux petites questions avant de finir la chronique qu'on t'a posée dans le chat. Du coup, est-ce que tu peux rappeler la time zone? Tout à l'heure, tu as dit 22h, 23h. Je pense que tu parlais de la time zone française à peu près. Ouais, française, ouais. Ok. Et deuxième question, bon, on connaît la réponse, mais c'est pour le répéter à tout le monde. C'est évidemment pas 40 à 50% de rendement en 48 heures. C'est 40% de rendement si c'était projeté sur un an, mais vous gagnez le Annualisé, rendement ouais. que pendant les 2 jours. Donc, c'est un rendement annualisé. Vous ne gagnez pas 40% d'intérêt en 2 jours, évidemment. Sinon, ça ferait 3000% de rendement sur l'année. Et on serait d'autant plus content, évidemment, mais ce n'est pas le cas. C'est un rendement annualisé. Annualisé et c'est que pendant 2 jours, hein. Donc, c'est-à-dire on va pas gagner 48%, on va gagner 48% annualisé sur tous les week-ends en fait de l'année. Il y a 52 week-ends, donc ça correspond à 8-16% de rendement net. Et 8-16% de rendement net juste pour travailler bah, quelques minutes par semaine. Bah, je trouve que c'est assez sympa, surtout quand on reprend au rapport aux risques qui sont pris. Quand est-ce que tu nous automatises tout ça, Pascal, et qu'il y a juste un Vault dans lequel on dépose nos fonds et ça nous fait tout Bah, seul? tu rigoles, mais j'aimerais bien bosser là-dessus, en fait, parce que ne serait-ce que pour moi, j'aimerais bien automatiser pas mal de mes stratégies et j'aimerais bien travailler sur le truc, ouais. Je pense que tu connais les contacts déjà pour automatiser tout Ouais. ça. On en reparlera. Merci encore à toi, Pascal, pour cette super stratégie. Encore une très bonne idée. Et à la semaine prochaine pour de À la nouvelles semaine prochaine. stratégies. Ciao, ciao. Allez, avant d'enchaîner avec la troisième chronique, encore une fois, petit disclaimer, évidemment, ceci n'est en rien un conseil en investissement, hein. Pascal nous présente chaque semaine des idées de stratégie qu'il possède, qu'il utilise lui-même des fois, mais en rien, ceci ne vous incite à réaliser ces stratégies, ce n'est que de la démo pédagogique. Si vous voulez apprendre à utiliser les différents protocoles, les DEX, là en l'occurrence comme Aerodrome, qui servent à mettre en place ces stratégies, n'hésitez pas à vous former chez nous. On vous apprendra tous les piliers, tous les Legos monétaires qui sont utilisés dans ces stratégies de finances décentralisées. On a 2 formations pour ça, consulting blockchain et finances décentralisées, dans laquelle Pascal, évidemment, est auteur. On enchaîne avec la troisième chronique. Pour ça, je fais apparaître Michael et Cyril. Hop, et je vous laisse faire une petite chronique Actu Blockchain. Actu IA, pardon. Actu IA.
Hop. Tu veux prendre la main, Mika? Let's go. On ne t'entend pas si jamais. Faut que j'appuie C'est sur le mieux. bouton avant. Bonjour tout le monde. Donc quelques petites news IA. On va commencer par la première, donc qui est un framework qui vient de sortir, hein, c'est tout récent, qui va permettre une chose qui est assez déterminante et assez stratégique et critique côté IA et notamment sur nos modèles génératifs préférés, c'est le droit à l'oubli. En gros, vous avez des modèles qui sont entraînés sur un volume assez conséquent de données. Et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de la donnée personnelle incluse dedans, et donc données personnelles qui potentiellement va ressortir à la génération. Et une des grosses difficultés qu'on a encore aujourd'hui, c'est la capacité de faire oublier certaines choses à un modèle, sans dire de le réentraîner de zéro, parce que sinon ça perd tout son intérêt. Il y a différentes techniques qui sont très théoriques et un petit peu dans la pratique, mais qui ne fonctionnent pas beaucoup, qui permettent ça. Mais il n'y a pas encore de cadre réel de pouvoir confirmer, d'un point de vue, on va dire, un peu méthode scientifique, de prouver par A plus B qu'on a bien désappris la chose. Et le désapprentissage, c'est quelque chose qui est très dur à faire sur ce type de modèle. Ce que j'aimais bien prendre en exemple à ce niveau-là, c'est comme si là, je disais à Cyril, écoute, maintenant, tout ce qui me concerne, tu l'oublies. Je veux que tu oublies mon nom, mon prénom. Donc tu vas me dire, ouais, je vais essayer. Mais pouvoir le garantir, il y a toujours une petite probabilité qu'il y ait une information qui ressorte à un moment donné. Et du coup, ce framework est là pour pouvoir mesurer précisément et avec méthodologie si la méthode que l'on emploie pour faire oublier notre modèle fonctionne ou non. Donc en gros, ça va fonctionner de manière relativement simple. On va venir inclure donc les données de ce benchmark dans notre modèle, par exemple via du fine-tuning. On applique notre méthode permettant de désapprendre certaines choses à notre modèle et ensuite on va l'interroger, ce modèle, pour voir si par exemple, quand je lui demande qui est un tel, est-ce que le modèle va me répondre, si je lui passe une image par exemple de la personne, est-ce qu'il va me répondre, etc., etc. Et comme ça, vous allez pouvoir jauger assez efficacement si votre technique de désapprentissage est pérenne ou pas, et fonctionnelle tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on touche vraiment sur l'aspect désapprentissage qui est un des nerfs de la guerre concernant les modèles génératifs pour tout un tas de choses, concernant des droits d'auteur, des respects réglementaires, les RGPD par exemple. Si vous avez entraîné votre modèle sur de la donnée d'un résident européen et que vous ciblez une cible de l'Union européenne, la personne est en droit de vous demander de supprimer des informations la concernant, et ce qui peut être assez embêtant vous concernant. Voilà. Donc, Clear, qui est un framework à employer, à utiliser si jamais vous vous retrouvez dans ces cas. Sachant qu'elle va permettre de pointer du doigt deux choses, et généralement c'est deux problématiques qu'on voit. Soit la donnée existe toujours, même partiellement, donc ça restitue, par exemple, ça va pas vous donner le nom, mais ça va vous donner le prénom et l'âge. Donc ça va permettre de savoir si vraiment tout a été oublié. Et à l'inverse, des fois, on efface trop. Donc on va peut-être supprimer de la donnée qu'il faut surtout pas oublier. Ça s'appelle d'ailleurs, côté IA, c'est l'oubli catastrophique. Donc c'est le fait en fait d'oublier ce qu'il a déjà appris et qui doit rester appris. C'est comme si vous lisiez pour apprendre à lire tous les livres de Tolkien et que vous lisez Le Seigneur des Anneaux et vous avez complètement oublié ce qui se passe dans le Silmarillion, par exemple. C'est pas cool, du coup. Après, il y a beaucoup de personnages dans le Silmarillion, donc c'est compréhensible. Exactement. Ça va dépendre de la difficulté de la chose. Cela dit, c'est intéressant, les noms qui sont donnés à chaque fois au truc d'IA, on voit qu'on est dans la conception d'intelligence, tu vois, l'oubli catastrophique, les hallucinations, genre c'est assez rigolo. Ça, dans le principe du fine-tuning, par exemple, donc on va venir en fait affiner l'apprentissage avec de la donnée spécifique sur un modèle déjà entraîné.
L'oubli catastrophique, c'est notamment ce qu'on verra la semaine prochaine avec les devs sur OK, je vais te faire apprendre des choses supplémentaires, mais est-ce que ça se fera pas au détriment de ce que tu as déjà appris? Voilà. Comme des tests de non-régression finalement. C'est clairement dans cette veine-là. Ouais. Donc voilà, première petite news. Deuxième petite news, donc on va aller du côté de Meta, donc qui a sorti un procédé permettant de faire du filigrane, hein, tout simplement au sein d'images. Donc je vous laisse un petit peu le blabla qui peut être un petit peu technique. Ce qu'il y a à savoir, c'est un petit peu comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Typiquement, le système de watermark, hein, ou de filigrane, sa grande problématique actuelle, c'est que c'est l'image entière, hein, la plupart du temps, qui va être tamponnée, hein, filigranée. Sauf que, que ce soit sur du deepfake, que ce soit sur du vol de contenu, parfois c'est juste une portion de l'image qui va être réutilisée. Typiquement, dans du deepfake, quand vous faites du face swapping, il n'y a que le visage, hein, que vous allez reprendre. Le reste du corps va être gardé, ou si jamais vous, là comme ici dans l'image, vous faites juste un changement du background, etc., vous allez quand même garder ici les petits canards. Et là, en fait, le procédé qui va se passer, c'est que on va pouvoir assez finement apposer des filigranes spécifiques sur chacun des sous-éléments de l'image. Et de ce fait, si jamais ils sont extraits en partie et mis quelque part, ou transformés, ou un petit peu modifiés, ce filigrane va rester, et vous serez en capacité de détecter si du contenu, hein, a été réutilisé ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment une avancée assez intéressante, aussi dans des procédés de recherche, qui visent justement à protéger un petit peu du contenu, à le tamponner, pour et à la fois tabler sur le vol de contenu et aussi sur le deepfake. Ce qui est assez rigolo, donc pour les devs par exemple, on a un notebook, hein, qui est déjà prêt à l'emploi, hein, qui permet d'utiliser un modèle pour appliquer du filigrane au sein d'images existantes. Donc on voit un petit peu ici comment ça se passe. On voit qu'avec un petit effet sur l'image avec le watermark, on a des petites choses, des petites formes un petit peu bizarres. C'est d'ailleurs une des limitations actuelles, c'est que parfois ce filigrane il ressort dans l'image. Donc des fois on l'entreaperçoit. Moi, ça me fait un petit peu penser à la stéganographie, qui est en fait un procédé, c'est de planquer une information dans une autre sans que celle-ci elle soit visible, si ce n'est par le réceptionnaire. Et donc on a la possibilité comme ça aussi, je crois qu'on le voit dans la dernière image, voilà. Là, si on reprend l'image avec les petits canards, enfin les petits jouets, là, on voit bien qu'on a une démarcation forte sur ces petits canards. Et du coup, quand on applique, hein, le petit algo qui va bien, on est en capacité ici de dire, écoute, ça provient d'un contenu, par exemple, protégé. Voilà. On peut détecter tout un tas de choses. J'aime bien, je trouve ça assez intéressant parce que très souvent on montre que l'IA est éventuellement une source de problème pour le droit d'auteur. On peut aussi se rendre compte que l'IA est une source de solution pour le droit d'auteur. Alors peut-être qu'elle solutionne les problèmes qu'elle amène, sauf qu'en fait c'est pas du tout vrai, puisque les filigranes c'est quelque chose qui existe depuis des années. Ah, c'est comme le monde, hein. Je suis allé à Disneyland Paris il y a de ça 3 semaines. Vous savez, on fait une attraction, on ressort de l'attraction, on a une photo qui a été prise pendant l'attraction, où évidemment on fait une tête un peu débile. Il y a un giga filigrane pour qu'on évite justement de prendre en photo la photo qui est payante sinon. Donc les filigranes, vraiment, c'est un truc qui est utilisé dans la vie courante, qui est évidemment là pour protéger le droit d'auteur. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, l'IA peut amener des solutions à cette problématique-là, en tout cas sur les images. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et pour Frédéric qui demande quel est le nom de la boîte, c'est Meta, c'est Facebook. Ça, exactement. Qui sont des très gros producteurs de problèmes et de solutions. Là-dessus, t'as tout à fait raison, parce que moi, il y a deux choses que j'ai toujours en tête. C'est déjà, on est dans le jeu continuel du chat et de la souris, hein. Donc les techniques d'attaque évoluent, les techniques pour se protéger de ces attaques évoluent, et on est constamment un petit peu à la course, hein, pour rattraper l'autre. Ce qui amène aussi de l'innovation d'une certaine façon, mais qui aussi amène tout un tas de problématiques à ce niveau-là.
Et T'as une aussi dernière sur petite- les deux facettes d'une pièce, où au final, on peut être à la fois le problème et la solution. T'as une autre petite actu? Ouais, une petite actu rapide, deux actus, on va dire en une. Ouais. La première, c'est petite dédicace à nos prompt engineers. Je me tue à dire depuis le début que ce métier est un petit peu mort-né, hein. En tout cas en voie de disparition. L'art de prompter un modèle, donc avec vos 4000 techniques pour prompter ChatGPT, je sais pas quoi. Alors c'est très bien actuellement, mais c'est un épiphénomène euh, jusqu'au moment où, et c'est en train d'arriver, où les modèles eux-mêmes vous permettront de générer des prompts de qualité. Parce que qui mieux que le modèle pour savoir comment s'interroger, hein, étant donné qu'on est sur des modèles de langage, c'est quand même aberrant qu'on doive apprendre au modèle à comment s'interroger lui-même. Donc, que ce soit Anthropic avec Claude et ChatGPT, donc OpenAI avec ChatGPT, on a des solutions qui de plus en plus permettent à n'importe qui de pouvoir faire des prompts de qualité pour arriver à répondre à leurs besoins. Et dernière news, moi, qui me tient quand même à cœur, donc bon, on va pas en parler longtemps. DeepL, normalement beaucoup de personnes connaissent. C'est un de mes traducteurs préférés et qui prouve aussi qu'on utilise de l'IA depuis très longtemps. C'est de l'IA, hein, c'est des modèles de langage hein, derrière, c'est de la NLP. DeepL vient d'annoncer qu'il sortait DeepL Voice, qui va permettre, alors pas de faire du voice to voice, hein, pas encore, mais du voice to text et d'ajouter de la traduction instantanée. Typiquement, si on se fait un Google Meet, un Zoom avec des personnes parlant différentes langues, on va avoir un petit système de traduction à la volée, hein, en temps réel là-dessus. Et donc, DeepL Voice. Pas de prix encore annoncé, il faut contacter l'équipe ou se faire contacter par l'équipe marketing. Mais moi, c'est une solution que je regarde de très très près parce que je connais, on va dire, la qualité, la fiabilité de DeepL sur du texte et sa rapidité. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur du temps réel à ce niveau-là. Il y a d'autres solutions qui existent, des un petit peu plus artisanales que j'utilise, par exemple. Mais DeepL, je les regarde de près. En plus, c'est européen, je crois. Je sais plus. C'est allemand. Je sais Je plus. sais pas Mais dire. c'est pas US, il me semble, DeepL. Euh, Donc voilà, ça fait plaisir. En effet, moi c'est un truc que je vois dans mon travail, que ce soit par exemple on travaille avec des fondations qui très souvent sont en Amérique, sont en Amérique du Sud, sont en Asie, et en fait tout le monde va parler anglais, mais déjà il faut maîtriser l'anglais, et deux, il faut maîtriser l'anglais avec les éventualités de, en fait la personne en face de moi, elle parle pas très bien anglais, machin. Ouais. Si Accent, demain tout le monde, patois, etc. exactement, quoi. si demain tout le monde peut parler en gros sa propre langue et se faire comprendre, ce serait quand même assez merveilleux. Euh, et même par exemple dans mes cours à moi en perso, quand je donne des cours, si demain je peux avoir des personnes qui sont du monde entier plutôt que uniquement de France, en fait c'est tout un nouveau pan du monde qui s'offre à moi, donc c'est aussi mon industrie qui est modifiée. Et je trouve ça assez fou qu'aujourd'hui on y arrive. Alors les outils qu'on utilise, moi par exemple, on essaye d'avoir quelque chose de très inclusif où même les personnes handicapées qui ne peuvent pas entendre, en situation de handicap, qui ne peuvent pas entendre forcément ce que je dis, Mm. ont des outils qui leur permettent de retranscrire, mais c'est pas forcément parfaitement adapté. Si demain DeepL arrive sur le marché, en effet, comme tu dis, on sait que leurs solutions sont plutôt très au point. Donc ça pourrait être une très bonne chose pour plus tard. Mm. Ouais, je suis vraiment hypé pour la suite et j'ai hâte de voir les prix, les forfaits pratiqués à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup Mika. On va passer donc, du coup au petit sujet de la semaine. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur l'IA, comme vous avez pu voir, Mika enseigne notamment le développement et le consulting sur ces sujets-là. Et donc je retrouve Guédon. Parfait, il fallait que j'enlève le micro. Effectivement, quatrième et dernière chronique du jour. Encore merci Mika pour les actus IA. Sujet de fond cette semaine du coup, et sujet de fond assez tech, comme je vous l'ai dit en introduction, sur Ethereum. Alors pour introduire ce sujet de fond, je voulais d'abord vous partager mon écran. Hop. On a eu une belle présentation pendant la DevCon, on a parlé de la DevCon la semaine dernière, d'une roadmap d'Ethereum sur 5 ans. Alors cette roadmap, là voici, alors de manière très graphique et très imagée, avec en violet la partie exécution, en vert la partie consensus et en orange la partie data.
Notre but n'est absolument pas de vous expliquer cette roadmap en 10 minutes, hein, ça demanderait 4 heures de cours et on le fera justement pour les consulting blockchain dans des vidéos bonus. Mais là, on a choisi 2 sujets en particulier. Le sujet qui est le plus près de nous sur la timeline, donc en fait, à gauche c'est le présent et à droite c'est dans 5 ans sur l'image qu'on voit. Et vous voyez le tout premier point en vert, c'est First Mainnet Préconf, donc la première préconfirmation qui a eu lieu sur le mainnet d'Ethereum. Donc on voulait commencer par vous expliquer justement ce que c'est une préconfirmation, puisque ça y est, ça commence à arriver sur le mainnet. Et on va vous expliquer ensuite un deuxième sujet qui sont les intents, vraiment également très à la mode pour les notions de bridge en particulier, mais pas que. Donc on va vous présenter ces 2 sujets-là. On va peut-être démarrer par les préconfs, ça vous va, Cyril, Michael, ça Avec vous va? plaisir. Allez, donc petite explication rapide des préconfs. Pour ça, j'ai un schéma à vous montrer, c'est assez simple. Aujourd'hui, sur Ethereum Mainnet, les slots ont lieu toutes les 12 secondes, donc au mieux, les blocs ont lieu toutes les 12 secondes. On va pouvoir, au fur et à mesure du temps, diminuer cette période, peut-être vers 6 secondes, peut-être au mieux vers 4 secondes. On aura du mal à aller plus bas que 4 secondes si on veut rester un réseau décentralisé. Et donc, pour cela, on est en train d'inventer un nouveau système qui s'appelle les préconfirmations, qui a une rapidité bien plus importante. Plutôt que d'attendre 4 secondes pour avoir une confirmation, on pourra atteindre que 100 millisecondes, donc 0,1 seconde, grâce aux préconfirmations. Comment ça marche? Quand vous faites une transaction, quelqu'un en fait qui va proposer, donc un proposeur de bloc, donc un validateur, qui aura un slot dans les slots qui viennent, va vous préconfirmer et vous dire je m'engage à inclure votre transaction quand ce sera mon tour à moi. Donc vous avez une confirmation de la part d'un futur validateur qui aura un futur bloc, parce qu'on connaît quelques blocs à l'avance, et qui va vous dire je m'engage à ce que ta transaction elle soit incluse dans mon bloc qui aura lieu dans 3 blocs par exemple. C'est une préconfirmation, et cette préconfirmation elle est contraignante. Le validateur qui l'accepte, il va donc il a une petite rémunération pour la préconf et il met en jeu de l'argent. Il peut être slashé. Donc, de la même manière qu'on peut le slasher si on fait une bêtise sur le proof of stake d'Ethereum, il sera slashé si jamais il n'inclut pas la transaction qu'il a préconfirmée dans son bloc. Donc, il a une incitation économique à respecter sa parole. Il a un petit pourboire comme les frais de priorité quand il accepte une préconf. Et il a une sanction si jamais il a accepté une préconf qui, au final, n'a pas lieu. Ça permettra du coup d'avoir une confirmation de sa transaction bien plus rapide, plutôt que d'attendre 4, 8 ou 12 secondes, s'il faut attendre 1, 2 ou 3 blocs. Eh bien, en l'espace de 100 millisecondes, vous avez une confirmation que votre transaction va être validée sur la blockchain. Donc, c'est une préconfirmation avec incitation et sanctions crypto-économiques pour protéger tout ça derrière. Donc, c'est extrêmement intéressant et c'est une manière de parvenir à une rapidité, à une fréquence de blockchain très rapide sans pour autant affecter la décentralisation de la blockchain. Donc, c'est assez récent. Comme innovation technologique, hein, ça s'est inspiré d'un des fonctionnements de Solana. Solana, ils ont des blocs de 400 millisecondes, donc 0,4 secondes, et ils ont un système, pas de préconf, mais qui ressemble un peu à ce système-là. Et donc Ethereum s'est inspiré des innovations technologiques de Solana pour proposer cette innovation, qui sera très pratique pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le layer 1 directement à Ethereum, mais surtout pour tous les layer 2, puisque du coup, tous les layer 2 pourront utiliser eux-mêmes les préconfirmations d'Ethereum layer 1. Tous les validateurs pourront rejoindre ce système de préconf. C'est un peu comme le principe de MEV-Boost, pour ceux qui connaissent, où on peut créer des blocs désormais avec MEV-Boost. On doit juste télécharger un petit logiciel en plus quand on est un nœud validateur. Et bien aujourd'hui, il y a un logiciel qui s'appelle Commit-Boost, que tous les validateurs peuvent télécharger à côté de MEV-Boost, et ils pourront participer à ces fameux pré-commitments. Dans les mois qui viennent, hein, la toute première préconf a eu lieu sur le mainnet, donc là, ce mois-ci. Le temps qu'il y ait un peu de maturité, ça prendra sans doute quelques mois. Mais tous les validateurs du réseau pourront désormais proposer des préconfs et du coup générer un petit peu de rendement supplémentaire notamment et apporter une nouvelle fonctionnalité à Ethereum. Donc voilà pour l'explication grosso modo des préconfs. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous connaissiez déjà Cyril, Michael, Virgile, et ce que vous en pensez, si vous avez un avis sur la question. Forcément, je connaissais parce que je me suis intéressé à l'écosystème Solana et même, je sais pas, quand je pense à un AVAX, en fait, on peut imaginer un petit peu ce même genre d'idée d'avoir un protocole qui essaye dans son consensus d'aller vite justement sur la confirmation des transactions. Et c'est quelque chose qui semble assez essentiel pour essayer de garder justement cet aspect de décentralisation et en même temps d'aller un peu plus vite parce que aujourd'hui on ne peut pas vraiment utiliser Ethereum, surtout pas Layer 1, pour faire des choses. Moi, ce qui m'interroge, c'est par contre cette roadmap qui était très Layer 2 centrée, qui là vient ajouter en fait quelque chose sur l'appli de table de la Layer 1. Est-ce que à terme il y aura des préconfs pour des blobs ou ce genre de choses? Ça pourrait aussi être intéressant pour l'usage de Layer 2 à voir, mais c'est bien qu'ils mettent quand même un petit peu, de mon point de vue, un petit peu d'investissement en temps sur Ethereum Layer 1.
Tout à fait. D'ailleurs, toute la partie qui est en violette sur cette image, ici, est justement dédiée à l'exécution d'Ethereum Layer 1, donc à l'amélioration du Layer 1 au cours du temps. Ils ont enfin, je pense, compris au niveau de la fondation Ethereum et des chercheurs sur Ethereum qu'il faut faire les deux en parallèle. En fait, il faut scaler le Layer 1 dans la mesure de ce qu'il est possible de faire en respectant la décentralisation, tout en scalant via le Layer 2, parce qu'en final, tes Layer 2 fonctionneront que si tu as un Layer 1 qui est aussi suffisamment rapide et suffisamment performant. Donc tout ce qui est en haut, c'est un peu technique, mais toute la partie violette que vous voyez en haut, c'est justement l'amélioration du layer 1 d'Ethereum. On voit par exemple ici qu'ils sont prévus de multiplier par 10 la gaz limite d'Ethereum, donc de passer non pas à 30 millions de gaz par bloc, mais à 300 millions, et encore ensuite x 10 à nouveau, donc de faire un x 100 en total. Donc tout ça, c'est prévu dans les roadmaps via notamment des Zero Knowledge Proof, de faire un ZK EVM sur Ethereum. Bref, c'est technique, on verra ça dans d'autres chroniques, mais ils ont enfin intégré, effectivement, je pense, cette notion, ce qui est important. Puis ça avait été déjà démarré, en fait, cette idée-là à l'ETHCC, où justement Vitalik disait aujourd'hui, moi je vous propose une roadmap qui est discutée évidemment avec l'ensemble des connaisseurs d'Ethereum. Je fais un résumé, mais fondamentalement, c'est aussi une roadmap qui est un petit peu opinionated, enfin je sais pas comment on peut dire, qui a une opinion. Opiniâtre, ouais. C'est-à-dire que il indique que lui-même il est aussi pour les Layer 2, mais que en fait on peut aller dans les deux sens, et il l'évoquait un petit peu déjà à l'ETHCC. Il y a des trucs à rajouter de votre côté, Mika et Virgile? Non, vous avez dit le principal, je pense. C'est toujours intéressant de voir aussi ce côté un petit peu empirique des choses, où au final, on est dans cette recherche d'équilibre entre sécurité, rapidité, décentralisation. Ça va être intéressant de voir d'éventuels effets de bord liés à ça, même s'il y a des testnets, etc. On verra quand même, une fois que ça sera en prod réel, si ça va rester comme ça et jusqu'à quel point ils vont pouvoir optimiser, mettre les coups de tournevis. Je trouve que c'est super intéressant pour l'avenir, un peu risqué éventuellement, mais comme vous l'avez dit, ils ont pas le choix, il faut que le Layer 1 il le dépoussière un peu et qu'il le dépoussière en parallèle d'optimiser les Layer 2, sinon il va y avoir un grave souci dans les années à venir. Oui, c'est tout à fait ça. C'est clair que si on se retrouve si on se retrouve avec des Layer 2 qui sont très scalables et qui sont très utilisés, mais que si le Layer 1 n'est absolument pas scalable, si jamais un Layer 2 a un souci, il va y avoir un énorme problème pour faire sortir tous les utilisateurs au cas où les Layer 2 ont des problèmes. Et ouais, très content très content qu'il y ait les préconfirmations, parce que non seulement ça va permettre d'améliorer la finalité, mais par extension ça va aider la sécurité des Layer 2 aussi, parce que voilà, c'est si on veut tant que la finalité restera longue sur Layer 1, la sécurité des Layer 2 va en pâtir. Donc après, faut voir. À long terme, il faut voir aussi comment ça va s'implémenter, parce que aux dernières nouvelles, la mise à jour Pectra, elle a pris du retard. Donc, faut voir aussi comment ça va se passer. Ça, ce qui est beau avec les préconfs, c'est que ça n'a pas besoin d'être ajouté dans un fork, en fait, vu que c'est un truc comme FBoost qui est rajouté, c'est un travail supplémentaire qu'on va faire à l'éditeur, c'est un travail qui se fait en parallèle des forks traditionnels. Alors on ne le voyait pas trop, mais sur l'image que j'ai partagée avant, ce qui nécessitait un fork, je vous le remonte quand même rapidement, elle a été en rouge. Donc tout ce qui est encadré en rouge, c'est ce qui nécessitait un fork. Là, on voit celui-là. Alors que les préconfs ne nécessitent pas de fork en tant que tel. Ça peut se faire en parallèle. Donc, d'accord. Le talk de Justin est super intéressant si vous voulez l'écouter. Il explique justement qu'est-ce qui nécessite un fork, qu'est-ce qui n'en nécessite pas. Mais Ethereum travaille en fait en parallèle sur plein de choses diverses et variées. Et le gros avantage du préconf, c'est que ça peut se faire en dehors des forks. Donc c'est cool en termes de rapidité et d'itération. Allez, vu le temps, je vous propose de passer au sujet suivant, les intents. C'est ça que tu voulais dire, Cyril? Exactement. J'allais te dire, est-ce que je peux prendre 3 minutes pour parler des intents? Mais c'est parfait, tu peux partager mon écran aussi. Donc sur mon écran, on voit quoi? On voit CoSwap. CoSwap, c'est un outil qui utilise des intents. Alors c'est un outil de DeFi qui permet notamment de swapper. Et l'idée des intents, pour la faire simple, c'est notamment de pouvoir créer une abstraction qui représente l'objectif ou le résultat souhaité finalement d'une transaction. Admettons, je dis voilà, j'aimerais bien réaliser sur CoSwap une transaction qui m'amène à donner par exemple un Ether, et je reçois je sais pas, 10 000 $. Voilà. En fait, cette transaction-là, je la donne au réseau,
et donc je la donne à l'ensemble du réseau, parfois c'est centralisé, parfois c'est décentralisé, à voir. L'objectif, c'est que quelqu'un, à un moment donné, va prendre cette transaction, et dès qu'elle va être réalisable, hop, il va l'exécuter. Donc moi, ça a pour moi deux intérêts. Ça a un premier intérêt de me donner une sorte d'order book un petit peu. Ça me permet un petit peu de dire ce que j'ai envie d'avoir. Et deuxièmement, ça me permet aussi d'être sûr et certain qu'à la fin, j'ai ma transaction qui est faite dans les conditions que j'ai souhaitées en amont. Donc du coup, j'ai créé mon intention, et mon intention peut être réalisée. Alors, ce système-là, il existe sur CoSwap, mais on va voir, c'est pas le seul, mais ils le mettent très en avant, parce que bah, forcément, c'est le genre d'éléments qui ont fait vraiment évoluer la manière dont on peut envisager même les AMM, donc les trucs comme Uniswap, quoi. Ça a fortement évolué, et évidemment, on y retrouve un grand intérêt. Mais c'est pas les seuls à l'avoir fait, et déjà avant ça, je dois dire que bah, c'est un cas d'usage qui est extrêmement intéressant. Au moins, on évite le MIV, donc on évite des problématiques potentielles, et puis à la fin aussi, on a des outils qui sont très simples à mettre en place. On dit juste, bah, ok, j'ai envie de faire ça, et à la fin, ça se réalise. Donc plutôt pas mal. Donc ça simplifie le truc, ça devient plus efficace. Évidemment, on peut émettre des critiques dessus, puisque la plupart du temps, c'est centralisé autour de ce qu'on appelle des solvers. Donc, ce sont les gens qui prennent les intents et qui vont les réaliser derrière. On peut plus ou moins le décentraliser, c'est ce que fait CoSwap. Mais bon, c'est pas parfait, évidemment. Donc, ça va dans cette idée-là. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de projets qui aujourd'hui vont autour de ça. Donc, j'ai cité CoSwap, mais on peut citer évidemment Anoma. Anoma, c'était le sponsor principal de l'ETHCC, et ils ont eu du coup un grand talk qui était assez intéressant sur les intents, en tout cas de mon point de vue, où en fait, globalement, ils créent l'architecture, excusez-moi, un petit peu complète, qui est centrée du coup sur les intents, permettant du coup de faire ces transactions de manière plutôt propre. C'est pas les seuls, on voit des Layer 2 qui aujourd'hui essayent de créer des blockchains intent-centriques. Alors c'est un peu particulier, j'ai trouvé ça pendant mes recherches pour cette émission. Donc du coup c'est Essential qui vraiment se débrouille pour essayer de faire sur une stack Optimism, d'essayer de faire du coup uniquement des intents. Et on a des outils pour des développeurs qui vont faire du coup de la chain abstraction. Alors ça, c'est un autre sujet que les intents, mais qui vont faire en gros, on passe une transaction, peu importe la chaîne, on va pouvoir la réaliser dessus si on dit qu'elle doit être réalisable dessus. Et en fait, dans cette chain abstraction, on a un petit peu l'obligation du coup d'aller sur des intents, parce qu'en gros, on dit, ok, je veux que sur cette chaîne, tu réalises telle opération, et donc ça va un petit peu dans le même sens. L'idée, évidemment, pour l'utilisateur d'une DApp, c'est de dire, ok, moi je veux juste faire cette action, on m'en fiche de comment elle est faite, réalise-la moi. Donc ce qui rend les choses un petit peu plus simples finalement. Voilà, je sens que tu voulais parler, Gaëtan. Non, je voulais juste dire que c'est. Comment est-ce que tu disais, c'est que les intents, c'est vraiment extrêmement puissant. En fait, on déclare juste un souhait sur la blockchain et entre guillemets, on abstrait l'exécution de ce souhait. Donc nous, on autorise, enfin, on dit je veux échanger tel actif contre tel autre actif. Et l'avantage, c'est que les solvers qui vont solve notre intent ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'on a autorisé. Donc si je dis je veux échanger un Ether contre 3000 USDC, bah certes, les solvers ne sont pas forcément extrêmement décentralisés derrière, mais ils ne peuvent faire rien d'autre que ce que moi j'ai autorisé de base. Ils vont simplement, le meilleur d'entre eux pourra exécuter mon ordre, mais ils ne peuvent pas faire autre chose que ce que j'ai demandé. Donc c'est extrêmement intéressant et ça permet d'abstraire la complexité d'un point de vue utilisateur tout en restant safe, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Il y a quand même de la cryptographie et de la signature qui est impliquée là-dedans. On peut pas faire n'importe quoi. Quelqu'un ne peut pas faire une opération à notre place. L'opération qu'on demande doit être réalisée entièrement pour pouvoir être exécutée. Donc voilà, on voulait un petit peu parler de ces éléments-là ensemble, les intents et les préconfs, puisque en fait, ce sont des nouveautés tout simplement sur les transactions elles-mêmes, sur comment on gère la finalité d'une transaction et comment on gère même la transaction elle-même. Donc on trouvait que c'était deux sujets un petit peu connexes qui valaient le coup d'être abordés ensemble. Yes, et je voulais juste répondre à la question de Tikalis, du coup, est-ce que ça doit être réalisé dans le bloc suivant? Pas forcément. Quand tu fais un intent, tu peux donner une durée d'expiration, donc tu peux dire je souhaite vendre un Ether contre 1000 USDC, par exemple. Là, j'ai un exemple de swap, mais ça peut être n'importe quoi. Et ça doit être réalisé dans la demi-heure qui suit, donc quand CoSwap fonctionne comme ça. CoSwap a 29 minutes pour réaliser ton intent, et s'il n'y arrive pas dans les 29 minutes qui suivent, ton intent est dit abandonné. Mais ça, c'est toi qui configures l'intent comme tu le souhaites, tu peux lui donner une date d'expiration en fait, à tout moment. C'est pas forcément dans le prochain bloc. Tout à fait. Après, il faut quand même garder à l'esprit que dans le domaine des intents, on n'est encore qu'au début parce qu'il y a encore énormément de questions qui sont actuellement sans réponse. Parce qu'on parle d'intent, mais
à quel moment, enfin, à quel endroit où on laisse l'intent agir, tu vois? Est-ce que c'est au niveau du wallet? Est-ce que c'est au niveau du front-end? Est-ce que c'est au niveau du RPC? Là, bah, pour l'instant, il y a pas mal de développeurs qui sont un peu en train de se batailler pour savoir qui a raison parmi tous ces intermédiaires-là. Donc voilà. Sur le moment, les travaux sont en cours, mais dans quelques années, on aura certainement pas mal de réponses. Parfait. Il est Nickel. 13h33. On est un tout petit peu débordé. Encore merci à tous pour votre suivi pendant ces chroniques. Donc, il y aura une de ces chroniques qui sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube si vous voulez avoir justement des extraits des chroniques passées, les extraits les plus intéressants. Et puis, nous, on vous souhaite un très très bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine. Tout à fait. Ciao Salut, tout le monde. bye. Salut tout le monde! Life is just